Le poids du passé n'avait jamais vraiment quitté Clément Baker, mais il y avait des jours où ce fardeau semblait plus lourd, plus oppressant, comme s'il refusait soudainement de rester enfoui dans les replis de la mémoire pour remonter à la surface avec une violence incontrôlable. Ce jour-là, tout bascula au moment précis où il décida de parler, non pas en tant que commissaire habitué à maîtriser chaque mot, chaque silence, mais en tant qu'homme fatigué de porter seul une vérité qui n'aurait jamais dû rester cachée aussi longtemps. Face à Janet, il n'y avait plus de façade possible, plus de stratégie, plus de retenue, seulement cette nécessité urgente de déposer enfin ce qu'il avait gardé pour lui pendant un quart de siècle, une confession qui ne cherchait pas à se justifier mais à exister, à être entendue, même si elle risquait de détruire ce qu'il restait de son équilibre fragile. Le regard de Janet, attentif et inquiet à la fois, l'encouragea à continuer, à ne pas reculer au dernier moment comme il l'avait fait tant de fois auparavant, chaque fois que la peur des conséquences prenait le dessus sur le besoin de vérité. Il inspira lentement, comme pour rassembler ses souvenirs épars, puis la phrase tomba, lourde de sens, irréversible dans sa simplicité apparente, révélant en quelques mots ce qu'il avait tenté d'oublier pendant toutes ces années. Atlan n'était pas seulement un homme dangereux, il était capable de manipulations bien plus anciennes, bien plus profondes, et surtout, il n'en était pas à son coup d'essai. Ce témoin, dont tout le monde parlait aujourd'hui comme d'un élément clé, n'était en réalité qu'une répétition d'un scénario déjà vécu, déjà compris, mais jamais dénoncé. Dans le silence qui suivit, Baker sentit le regard de Janet changer imperceptiblement, non pas dans un jugement immédiat, mais dans une prise de conscience progressive, comme si elle mesurait peu à peu l'ampleur de ce qu'il venait de révéler, et surtout ce que cela impliquait pour lui. Car au-delà d'Atlan, ce qui était en jeu désormais, c'était la responsabilité de Baker lui-même, cette part d'ombre qu'il ne pouvait plus ignorer. Il expliqua alors, avec une précision presque mécanique, comment tout avait commencé 25 ans plus tôt, comment Claudine, en accédant à des données qui n'auraient jamais dû être entre ses mains, avait découvert les coordonnées d'un témoin dont le rôle aurait pu changer le cours d'une affaire. À l'époque, il avait compris trop tard ce qui se jouait réellement, la pression exercée par Atlan, les menaces à peine voilées, et surtout la peur qui s'était installée, insidieuse, jusqu'à le pousser à faire un choix qu'il regrettait aujourd'hui plus que tout. Ce choix, il l'assumait désormais pleinement, non pas comme une erreur isolée, mais comme un point de bascule dans sa vie, celui où il avait décidé de protéger Claudine au détriment de la vérité, convaincu qu'il n'avait pas d'autre option, persuadé qu'en agissant ainsi, il évitait le pire. À cet instant, il n'avait pensé qu'à une seule chose, empêcher Claudine de tomber, éviter qu'elle ne soit entraînée dans une spirale judiciaire qui l'aurait détruite, et par extension, préserver Sabine de conséquences qu'elle n'aurait jamais dû subir. Mais aujourd'hui, face à Janet, il ne pouvait plus se cacher derrière ses justifications, aussi sincères ait-elle été à l'époque. La réalité s'imposait avec une brutalité implacable, et il la formula sans détour, comme une évidence qu'il avait fini par accepter malgré lui. Si Atlan avait pu continuer, s'il avait eu la possibilité de nuire encore, alors lui, Clément Baker, portait une part de cette responsabilité. Les mots sortirent avec difficulté, comme s'il arrachait quelque chose au plus profond de lui, révélant une culpabilité qu'il n'avait jamais complètement surmontée. Il ne s'agissait plus seulement d'une affaire professionnelle, ni même d'un conflit avec un adversaire dangereux, mais d'une faute personnelle, intime, qui le liait désormais à tout ce qui avait suivi. Janet resta silencieuse, consciente que ce moment dépassait toute analyse immédiate, que ce qu'elle venait d'entendre ne pouvait pas être réduit à une simple erreur de jugement. Elle voyait devant elle un homme confronté à son propre passé, incapable de s'en détacher, et surtout déterminé, pour la première fois depuis longtemps, à ne plus fuir les conséquences. Pendant ce temps, dans un tout autre décor, Raphaël Atlan avançait ses pions avec une maîtrise froide, presque méthodique, comme s'il avait anticipé chaque réaction, chaque tentative de Baker pour reprendre le contrôle de la situation. L'entretien avec Paloma n'avait rien d'un hasard, ni d'une opportunité improvisée, mais bien d'une stratégie soigneusement construite, visant à retourner l'opinion publique avant même que la justice ne puisse trancher. Assis face à la journaliste, il affichait cette assurance tranquille qui faisait sa force, une manière de parler qui donnait l'impression qu'il ne craignait rien, qu'il avait déjà pris de l'avance sur tous ceux qui tentaient de le mettre en cause. Margot, présente à ses côtés, observait attentivement chaque échange, consciente que ce moment pouvait marquer un tournant dans sa propre trajectoire, sans encore mesurer à quel point elle s'engageait dans un terrain glissant. Les questions de Paloma, précises mais prudentes, semblaient ouvrir la voie à une version des faits que le public n'avait encore jamais entendue. Atlan ne se contenta pas de répondre, il construisit un récit où Baker n'était plus le représentant de la loi, mais un homme guidé par des motivations personnelles, dominé par une jalousie ancienne liée à Claudine, prêt à manipuler un témoin pour servir ses propres intérêts.
Ce retournement, brutal mais habilement amené, avait tout pour semer le doute, pour fragiliser la position de Baker, et surtout pour déplacer le centre de l'attention. Là où il était jusque-là question des actes d'Atlan, il devenait désormais possible de s'interroger sur ceux de Baker, ouvrant une brèche dans laquelle la suspicion pouvait s'engouffrer sans difficulté. Margot, en entendant ces accusations, ressentit une forme de tension qu'elle ne parvint pas à ignorer complètement, comme si une partie d'elle percevait le danger de cette stratégie, sans pour autant avoir les éléments nécessaires pour s'y opposer. Elle savait que son rôle d'avocate impliquait une certaine distance, une capacité à défendre sans se laisser envahir par le doute, mais face à Atlan, cette frontière semblait plus floue qu'elle ne l'aurait souhaité. Dans le même temps, l'impact de cet entretien commençait déjà à se faire sentir, bien au-delà de cette pièce, dans les couloirs où les informations circulaient vite, parfois plus vite que la vérité elle-même. Chaque mot prononcé, chaque insinuation, avait le potentiel de redéfinir les rapports de force, de créer une dynamique que Baker aurait de plus en plus de mal à contenir. À cet instant précis, sans le savoir, les deux hommes se retrouvaient engagés dans une confrontation qui ne se jouait plus seulement sur le terrain judiciaire, mais aussi dans l'arène médiatique, où l'image, la perception et le doute pouvaient avoir autant de poids que les faits eux-mêmes. Baker, encore enfermé dans son aveu à Janet, n'avait pas encore pris la mesure de cette offensive, mais le mouvement était déjà en marche, et il serait difficile, voire impossible, de l'arrêter une fois lancé. Ainsi, tandis que la vérité tentait de se frayer un chemin à travers les silences et les regrets, une autre version des faits prenait forme, plus rapide, plus séduisante peut-être, mais aussi plus dangereuse, car elle reposait sur une inversion des rôles qui risquait de bouleverser définitivement l'équilibre fragile entre accusation et défense. Dans cette tension croissante, chacun avançait avec ses propres certitudes, ses propres failles, sans encore savoir que ce qui se jouait dépassait largement une simple affaire, et que les conséquences de ces révélations allaient bientôt toucher bien plus de personnes qu'ils ne l'imaginaient. La mécanique qui s'était mise en place après l'entretien d'Atlan avec Paloma ne tarda pas à produire ses premiers effets, s'insinuant dans les esprits avec une efficacité redoutable, car elle ne reposait pas uniquement sur des accusations, mais sur un doute soigneusement construit, capable d'ébranler même les certitudes les plus solides. Dans les heures qui suivirent, l'article de Midi Libre circula rapidement, repris, commenté, amplifié, jusqu'à devenir un point de référence incontournable pour quiconque cherchait à comprendre l'affaire. Clément Baker, lorsqu'il prit connaissance de cette publication, sentit immédiatement que la situation venait de franchir un seuil critique, celui où la vérité ne suffisait plus à se défendre, où il fallait désormais lutter contre une perception déjà en train de s'imposer. Chaque phrase de l'article semblait conçue pour le placer dans une position délicate, insinuant sans jamais prouver, suggérant sans jamais affirmer totalement, mais laissant planer une image suffisamment forte pour marquer les esprits. Il relut plusieurs fois le passage où Atlan évoquait la manipulation d'un témoin, tentant d'en décortiquer chaque nuance, comme s'il espérait y trouver une faille, un élément qui lui permettrait de démonter ce récit. Mais ce qu'il y découvrit au contraire, c'était une construction habile, presque irréprochable dans sa manière de détourner les faits, en s'appuyant précisément sur ce qu'il avait lui-même caché autrefois. Cette réalisation le frappa avec une brutalité silencieuse, car il comprenait désormais que son passé, loin de rester enfoui, devenait l'arme principale de son adversaire, une arme qu'il lui avait lui-même fournie en choisissant de se taire 25 ans plus tôt. Ce qui n'avait été à l'époque qu'une décision prise dans l'urgence, pour protéger quelqu'un, se transformait aujourd'hui en élément à charge, retourné contre lui avec une précision implacable. Dans ce contexte, sa première réaction fut de tenter de reprendre le contrôle, non pas en répondant publiquement, mais en s'adressant directement à celle qui détenait désormais une partie du pouvoir de faire basculer l'affaire, Cécile Alphand. Il la contacta avec la détermination de quelqu'un qui refuse de voir la situation lui échapper complètement, convaincu qu'en exposant les incohérences du témoignage, il pourrait au moins ralentir la progression de cette nouvelle version des faits. Lorsqu'elle décrocha, il adopta ce ton professionnel qu'il maîtrisait parfaitement, cherchant à contenir l'urgence qui le poussait à agir. Il lui parla de ce témoin, de cette répétition troublante qu'il percevait dans les méthodes utilisées par Atlan, insistant sur le fait que ce type d'apparition soudaine n'avait rien de fortuit, qu'il s'agissait d'un schéma déjà observé par le passé. Mais très vite, il sentit que ses arguments se heurtaient à une forme de résistance inattendue, non pas un refus catégorique, mais une distance, comme si Alphand avait déjà intégré la possibilité que les choses ne soient pas aussi simples qu'il le prétendait. Elle l'écouta, sans l'interrompre, mais lorsqu'elle répondit, ce fut avec une fermeté qui laissait peu de place à la discussion. Elle lui rappela, d'une voix mesurée mais sans ambiguïté, qu'il n'était plus en position d'interférer dans l'instruction,
que son rôle ne lui permettait pas d'influencer le cours de l'enquête comme il semblait vouloir le faire. Cette mise à distance, bien que formulée dans le cadre strict de ses fonctions, résonna pour Baker comme un avertissement, presque comme une suspicion implicite. Le silence qui suivit cet échange fut lourd de sens, car il comprenait que la confiance qui existait auparavant n'était plus acquise, qu'elle avait été fragilisée, peut-être même entamée par les accusations relayées dans la presse. Lorsqu'elle mit fin à la conversation, il resta un instant immobile, le téléphone encore à la main, conscient qu'il venait de perdre un appui essentiel. De son côté, Cécile Alphand, une fois seule, ne put s'empêcher de réfléchir à ce qu'elle venait d'entendre, non pas en rejetant les propos de Baker, mais en les intégrant dans une analyse plus large, où chaque élément devait être examiné avec la même rigueur. Elle savait que la pression médiatique pouvait fausser les perceptions, mais elle savait aussi que certains détails méritaient d'être approfondis, surtout lorsqu'ils revenaient avec une telle insistance. C'est dans cet état d'esprit qu'elle prit une décision qui allait orienter la suite de l'enquête, une décision discrète en apparence, mais lourde de conséquences. Elle demanda à consulter le dossier de Maude, l'ancienne compagne d'Atlan, un dossier qui n'avait peut-être jamais été exploré sous cet angle précis, mais qui pouvait contenir des éléments susceptibles d'éclairer les méthodes de celui qui se retrouvait aujourd'hui au centre de toutes les tensions. Ce choix n'était pas motivé par une conviction définitive, mais par une intuition, celle que la vérité ne se trouvait ni entièrement du côté de Baker, ni totalement du côté d'Atlan, et qu'il fallait accepter d'ouvrir toutes les pistes, même celles qui semblaient, à première vue, éloignées du cœur de l'affaire. Pendant ce temps, Margot Klein se retrouvait elle aussi à un point de bascule, sans encore en mesurer pleinement les implications. Sa relation avec Atlan, jusqu'ici strictement professionnelle, prenait une dimension nouvelle, plus ambiguë, plus engageante, notamment lorsque celui-ci évoqua la possibilité de soutenir sa candidature pour un poste à l'université. La proposition, formulée avec une apparente simplicité, eut sur elle un effet immédiat, mêlant surprise, satisfaction et une pointe de méfiance qu'elle tenta d'ignorer. Dans un milieu où les opportunités de ce type étaient rares, une telle offre ne pouvait pas être prise à la légère, surtout lorsqu'elle émanait d'une figure aussi influente qu'Atlan. Elle le remercia, sincèrement, tout en cherchant à comprendre ce qui motivait réellement ce geste, consciente que dans ce genre de relation, rien n'était jamais totalement gratuit. Atlan, fidèle à lui-même, ne laissa transparaître aucune intention cachée, se contentant d'insister sur ses compétences, sur le potentiel qu'il voyait en elle, comme s'il s'agissait d'une simple reconnaissance méritée. Mais au fond d'elle, une question persistait, silencieuse mais tenace, celle de savoir si cette opportunité n'était pas aussi une manière de la rapprocher davantage de lui, de l'inscrire dans une dynamique où elle deviendrait, volontairement ou non, une alliée précieuse dans un moment où il en avait particulièrement besoin. Dans un autre registre, la vie continuait de suivre son cours, comme pour rappeler que toutes les histoires ne se résumaient pas à des confrontations judiciaires ou médiatiques. Chez les Perrault, la visite du nouvel appartement par Inès apportait une respiration différente, une parenthèse presque légère dans un contexte globalement tendu. Arnaud, encore marqué par ses difficultés professionnelles, observait les lieux avec une attention particulière, comme s'il cherchait à se projeter dans un avenir plus stable, plus concret. La proposition d'Inès concernant le poste de cuisinier à la Paillote représentait pour lui une possibilité réelle de rebond, une chance qu'il ne pouvait pas se permettre de négliger. L'entretien avec Gary, en présence d'Emma, se déroula dans une atmosphère à la fois professionnelle et bienveillante, chacun évaluant l'autre sans précipitation, prenant le temps de mesurer ce que cette collaboration pourrait apporter. Arnaud fit de son mieux pour montrer ses compétences, son sérieux, mais aussi sa motivation, conscient que cette opportunité pouvait marquer un tournant dans sa situation. À la fin de l'échange, l'absence de réponse immédiate laissa planer une incertitude, mais aussi un espoir, celui que la décision, quelle qu'elle soit, serait prise avec réflexion. Cette attente, bien que frustrante, faisait partie du processus, et Arnaud, malgré ses inquiétudes, semblait prêt à l'accepter. Parallèlement, dans les sphères économiques, une autre dynamique se mettait en place, plus discrète mais tout aussi stratégique. L'éventualité d'un accord entre Lomière et Sérignan suscitait des réflexions, des calculs, des hésitations, notamment du côté de Catherine, qui ne voulait pas s'engager sans avoir évalué toutes les implications. Sa discussion avec Laurine reflétait cette prudence, mais aussi une certaine lucidité quant aux opportunités offertes par une telle alliance. Laurine, avec son regard plus direct, percevait le potentiel de Sérignan comme une occasion à saisir avant qu'elle ne devienne inaccessible, soulignant l'importance d'anticiper plutôt que de subir. Ces échanges, bien qu'éloignés en apparence du conflit principal, participaient à la construction d'un environnement où chaque décision,
qu'elles soient personnelles, professionnelles ou stratégiques, pouvaient avoir des répercussions inattendues, créant un réseau de tensions et d'intérêts qui ne cessait de s'entrecroiser. Ainsi, tandis que Baker voyait sa position fragilisée, qu'Alphand explorait de nouvelles pistes et qu'Atlan consolidait son influence, d'autres trajectoires se dessinaient en parallèle, rappelant que dans cet univers, rien n'était jamais isolé, et que chaque évolution, même la plus anodine en apparence, pouvait finir par rejoindre le cœur de la tempête. Le climat qui s'installait progressivement autour de Clément Baker n'était plus seulement celui d'une pression extérieure, mais celui d'un isolement insidieux, presque imperceptible au début, puis de plus en plus tangible à mesure que les événements s'enchaînaient sans lui laisser le temps de reprendre pied. Ce qui autrefois constituait sa force, sa capacité à garder le contrôle même dans les situations les plus délicates, semblait désormais s'effriter sous l'effet conjugué du doute, des accusations et de ses propres aveux. Dans les couloirs du commissariat, les regards n'étaient pas ouvertement accusateurs, mais ils avaient changé, porteurs d'une interrogation diffuse qui ne se formulait pas toujours à voix haute, mais qui n'en était pas moins présente. Baker le percevait sans que personne n'ait besoin de le lui dire, dans ses silences un peu trop longs, dans ses conversations qui s'interrompaient légèrement lorsqu'il approchait, comme si chacun hésitait désormais sur la manière de se positionner face à lui. Cette évolution, il ne pouvait pas la combattre frontalement, car elle ne reposait pas sur des faits établis, mais sur une perception en train de se construire, alimentée par les déclarations d'Atlan et relayée par la presse. Et face à une perception, la vérité seule ne suffisait pas, surtout lorsque cette vérité comportait elle-même des zones d'ombre qu'il ne pouvait pas nier. Pendant ce temps, l'entretien accordé par Atlan continuait de produire ses effets, atteignant même ceux qui, jusqu'ici, étaient restés en retrait, préférant observer plutôt que s'impliquer. Paloma, consciente de l'impact de son article, ne tarda pas à franchir une étape supplémentaire en cherchant à confronter directement Baker, non pas dans un cadre officiel, mais dans une démarche journalistique où la recherche de clarification se mêlait à une volonté de comprendre les motivations réelles derrière cette guerre ouverte. Lorsqu'elle se présenta devant lui, l'échange ne tarda pas à révéler toute la tension accumulée, car Baker n'était plus dans la posture du professionnel capable de contrôler chaque mot, mais dans celle d'un homme acculé, obligé de composer avec des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre entièrement sans risquer de se compromettre davantage. Paloma, fidèle à son rôle, tenta d'obtenir des explications sur les accusations formulées par Atlan, cherchant à savoir pourquoi celui-ci s'en prenait à lui avec une telle virulence, et surtout sur quoi reposaient réellement ses affirmations. Elle ne cherchait pas à le piéger ouvertement, mais son insistance trahissait une volonté de ne pas se contenter de réponses évasives. Baker, de son côté, ressentit immédiatement le danger de cet échange, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que ce qu'il aurait dû dire ne pouvait pas être livré de cette manière, dans ce contexte, sans conséquences irréversibles. Il tenta de rester sur une ligne défensive, affirmant qu'Atlan mentait, qu'il manipulait les faits pour se protéger, mais chaque réponse semblait insuffisante, incomplète, comme si elle laissait volontairement de côté une partie essentielle de la vérité. Cette frustration, accumulée au fil des questions, finit par se transformer en une colère contenue, puis plus visible, car il se rendait compte que quoi qu'il dise, cela ne suffirait pas à inverser la tendance. Paloma ne le lâchait pas, cherchant à comprendre les raisons profondes de cette attaque, et surtout ce que Baker refusait de dire. Le moment où il mit fin à l'échange fut révélateur de son état intérieur, car ce n'était pas un retrait stratégique, mais une rupture, presque une fuite, dictée par l'impossibilité de continuer sans franchir une ligne qu'il n'était pas prêt à dépasser. En partant, il laissa derrière lui une phrase qui résumait tout ce qu'il pouvait encore affirmer sans se trahir complètement, une accusation directe contre Atlan, le qualifiant de manipulateur prêt à tout pour sauver sa peau. Mais au-delà de cette affirmation, ce qui restait, c'était un vide, une absence de réponse qui ne pouvait qu'alimenter davantage les interrogations, renforçant l'impression que quelque chose lui échappait, ou qu'il cachait encore une partie de la vérité. Dans un autre lieu, loin de cette confrontation directe, Claudine avançait elle aussi dans un combat qui lui était propre, un combat où les enjeux étaient tout aussi importants, mais d'une nature différente. Sa visite à Jérémy en prison n'était pas seulement un acte de soutien, mais une tentative de maintenir un lien, de lui transmettre une force dont il avait cruellement besoin dans un environnement qui ne laissait que peu de place à l'espoir. Le parloir, avec sa froideur habituelle, amplifiait la tension de leur échange, car chaque mot, chaque regard, prenait une importance particulière dans ce contexte où le temps semblait suspendu, où l'avenir se jouait en grande partie à l'extérieur, dans des décisions qui échappaient totalement à celui qui se trouvait derrière ces murs. Claudine, en le regardant, sentit le poids de la responsabilité qui reposait sur elle, non seulement en tant qu'avocate, mais aussi en tant que personne liée à cette affaire d'une manière plus profonde qu'elle ne pouvait le dire ouvertement.
Elle lui parla avec une détermination qui ne la quittait pas, lui promettant de le sortir de là, non pas comme une simple formule destinée à le rassurer, mais comme un engagement qu'elle se sentait obligée de tenir, quelles qu'en soient les conséquences. Jérémie, de son côté, oscillait entre l'espoir et le doute, conscient que sa situation dépendait de forces qui le dépassaient, mais cherchant malgré tout à s'accrocher à cette promesse, car elle représentait peut-être la seule chose à laquelle il pouvait encore se raccrocher dans cet environnement fermé. Leur échange, bien que bref, renforça cette idée que les destins de chacun étaient désormais liés par des choix passés et présents, des choix qui ne pouvaient plus être annulés, seulement assumés. Pendant ce temps, Cécile Alphand poursuivait son travail avec une rigueur qui ne laissait rien au hasard, mais derrière cette apparente maîtrise, une réflexion plus profonde s'installait, nourrie par les éléments contradictoires qu'elle recevait de toutes parts. Sa demande de consulter le dossier de Maud n'était pas restée sans suite, et à mesure qu'elle avançait dans cette lecture, elle percevait des zones d'ombre qui méritaient d'être éclaircies. Ce dossier, longtemps resté en arrière-plan, prenait une dimension nouvelle dans le contexte actuel, car il pouvait contenir des indices sur les méthodes d'Atlan, sur sa manière de gérer les situations délicates, et surtout sur les limites qu'il était prêt à franchir pour parvenir à ses fins. Chaque détail, chaque incohérence potentielle, devenait un élément à analyser, non pas pour confirmer une théorie préexistante, mais pour construire une compréhension plus complète de l'ensemble. Dans cette démarche, Alphand refusait de se laisser influencer par les discours extérieurs, qu'ils viennent de Becker ou d'Atlan, consciente que la vérité ne se trouvait pas toujours là où on l'attendait, et qu'il fallait parfois accepter de remettre en question les évidences pour avancer. Parallèlement, Margot se retrouvait dans une position de plus en plus délicate, car l'opportunité offerte par Atlan commençait à produire ses effets, non seulement sur son parcours professionnel, mais aussi sur la manière dont elle était perçue par son entourage. Lorsqu'elle annonça cette nouvelle, la réaction de Cécile, bien que positive en apparence, ne pouvait dissimuler complètement une certaine réserve, comme si derrière les félicitations se cachait une interrogation plus profonde sur les implications de cette collaboration. Cécile, en effet, ne pouvait ignorer le contexte dans lequel cette proposition intervenait, ni le rôle d'Atlan dans l'affaire en cours. Son expérience lui dictait de rester prudente, de ne pas se laisser emporter par les apparences, et surtout de ne pas sous-estimer la capacité de certains individus à utiliser leur influence pour atteindre leurs objectifs. C'est dans cet état d'esprit qu'elle se tourna vers Florent, cherchant à obtenir un avis extérieur, une perception moins directement impliquée dans les tensions actuelles. Sa question, simple en apparence, révélait en réalité une préoccupation plus large, celle de comprendre qui était réellement Atlan, au-delà de l'image qu'il projetait. Florent, en repensant à sa rencontre avec lui, ne put donner qu'une impression générale, celle d'un homme sûr de lui, maîtrisant parfaitement son discours, mais dont la personnalité restait difficile à cerner complètement. Cette réponse, bien que prudente, confirmait une chose essentielle. Atlan n'était pas un adversaire ordinaire, et toute tentative de l'affronter nécessiterait une compréhension fine de ses méthodes. Ainsi, tandis que les tensions continuaient de s'intensifier, chaque personnage avançait avec ses propres doutes, ses propres certitudes, dans une situation où les alliances, les perceptions et les vérités semblaient de plus en plus mouvantes. Rien n'était encore figé, mais tout laissait présager que les choix à venir seraient déterminants, et que les conséquences de ces décisions dépasseraient largement le cadre de l'affaire initiale. La tension qui s'était installée au fil des révélations et des affrontements ne cessait de s'épaissir, comme une brume lente qui envahissait chaque espace, chaque relation, jusqu'à rendre toute certitude instable. Clément Becker, malgré son expérience et sa capacité habituelle à garder la tête froide, se retrouvait désormais dans une position où chaque décision semblait comporter un risque, chaque silence une interprétation possible, chaque parole un piège potentiel. Ce qui le frappait le plus, au-delà des accusations d'Atlan ou des doutes d'Alphand, c'était cette sensation d'être progressivement dépossédé de son rôle, comme si la place qu'il occupait autrefois avec assurance se réduisait peu à peu, non pas par une décision formelle, mais par une dynamique invisible qui le marginalisait sans qu'il puisse réellement s'y opposer. Il continuait d'agir, de réfléchir, de chercher des solutions, mais il savait que son influence n'était plus la même, que chaque initiative pouvait désormais être perçue comme une tentative d'interférence. Dans ce contexte, ses pensées revenaient sans cesse à Claudine, non pas uniquement pour ce qu'elle représentait dans cette affaire, mais pour ce qu'elle avait été dans sa vie, pour ce lien ancien qui avait justifié, à ses yeux, le choix qu'il avait fait 25 ans plus tôt. Ce choix, qu'il avait longtemps considéré comme nécessaire, apparaissait désormais sous un jour différent, éclairé par les conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Il revoyait les circonstances de l'époque, les pressions,
les menaces implicites d'Atlan, et surtout cette peur qui l'avait poussé à agir dans l'urgence, sans mesurer pleinement ce que cela impliquerait à long terme. À ce moment-là, protéger Claudine lui avait semblé être la seule option possible, la seule manière d'éviter une chute irréversible. Mais aujourd'hui, cette décision revenait le hanter, non pas comme un souvenir lointain, mais comme une réalité toujours présente, toujours active. Pendant ce temps, Raphaël Atlan poursuivait son avancée avec une précision presque clinique, comme s'il avait intégré chaque élément du jeu et savait exactement comment les utiliser à son avantage. L'effet de son interview ne se limitait pas à l'opinion publique, il s'étendait désormais aux sphères plus institutionnelles, où le doute, une fois installé, pouvait influencer subtilement les décisions. Il n'avait pas besoin d'agir ouvertement à chaque instant, car le mouvement qu'il avait enclenché continuait de se propager, porté par ceux qui relayaient ses propos, par ceux qui s'interrogeaient, par ceux qui, sans le vouloir, contribuaient à renforcer la fragilité de Baker. Cette capacité à laisser les choses évoluer d'elles-mêmes, après avoir posé les bases nécessaires, faisait partie de sa stratégie, une stratégie où le temps devenait un allié précieux. Dans son entourage, Margot observait cette évolution avec une attention croissante, car elle se trouvait désormais au cœur d'une dynamique qu'elle n'avait pas totalement choisie, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'offre d'Atlan, loin d'être anodine, prenait une dimension de plus en plus concrète, et avec elle, la nécessité de se positionner. Elle se surprenait à réfléchir aux implications de cette proposition, non seulement en termes de carrière, mais aussi en termes d'image, de crédibilité, et surtout de loyauté. Travailler aux côtés d'Atlan, bénéficier de son soutien, signifiait inévitablement être associé à lui, à ses méthodes, à ses combats, dans un moment où ces derniers étaient particulièrement controversés. Cette prise de conscience ne la conduisait pas à refuser immédiatement, mais elle introduisait une distance, une prudence nouvelle, comme si une partie d'elle refusait de s'engager aveuglément dans une relation dont elle ne maîtrisait pas encore toutes les dimensions. Elle savait que les opportunités ne se présentaient pas deux fois, mais elle savait aussi que certaines décisions pouvaient marquer durablement un parcours. Dans un autre registre, Cécile Alphand avançait dans son analyse avec une détermination qui ne faiblissait pas, mais son regard sur l'affaire évoluait, s'affinait, au fur et à mesure qu'elle accumulait des éléments. Le dossier de Maude, qu'elle avait décidé d'explorer, révélait des aspects qui ne pouvaient pas être ignorés, des fragments d'une histoire plus complexe que ce qui apparaissait en surface. Ce qu'elle découvrait ne constituait pas encore une preuve définitive, mais suffisamment d'indices pour nourrir un doute, pour justifier une attention particulière. Elle percevait dans ces éléments une cohérence possible, une manière d'agir qui, si elle était confirmée, pourrait éclairer les accusations portées contre Atlan, mais aussi celles qu'il formulait en retour. Ce travail, minutieux, exigeait du temps, de la rigueur, et surtout une capacité à rester en retrait des pressions extérieures. Elle savait que chaque décision qu'elle prendrait serait scrutée, interprétée, parfois critiquée, mais elle refusait de céder à la précipitation, consciente que la moindre erreur pourrait compromettre l'ensemble de l'enquête. Dans le même temps, les trajectoires parallèles continuaient de se développer, apportant à l'ensemble une dimension plus large où les enjeux personnels et professionnels s'entremêlaient. Chez les Perrault, la décision concernant Arnaud finit par tomber, mettant fin à une attente qui avait pesé sur lui de manière silencieuse mais constante. Lorsqu'Emma et Gary lui annoncèrent qu'ils acceptaient de lui confier le poste de chef cuisinier à la Paillote Les Sauvages, assorti d'une période d'essai, la réaction d'Arnaud fut marquée par un mélange de soulagement et de responsabilité. Ce n'était pas seulement un travail qu'on lui proposait, mais une chance de se reconstruire, de retrouver une stabilité qu'il avait perdue. Cette opportunité, bien qu'inscrite dans un cadre différent de celui des intrigues judiciaires, participait à cette idée que chaque personnage se trouvait à un moment charnière, où les choix présents allaient conditionner les évolutions futures. Arnaud, en acceptant ce défi, entrait lui aussi dans une phase où il devait prouver sa valeur, non pas face à des accusations, mais face à lui-même. Parallèlement, Catherine poursuivait sa réflexion concernant l'éventuelle alliance avec Sérignan, consciente que cette décision ne pouvait pas être prise à la légère. Son échange avec Laurine avait renforcé l'idée que le potentiel de cette collaboration était réel, mais il subsistait des incertitudes, des zones à éclaircir avant de s'engager. Elle pesait chaque élément, chaque avantage, chaque risque, dans une démarche qui reflétait son expérience et sa prudence. Laurine, de son côté, incarnait une vision plus directe, plus instinctive, percevant dans cette opportunité une occasion à saisir avant qu'elle ne disparaisse. Ce contraste entre prudence et ambition illustrait parfaitement les tensions qui pouvaient exister même au sein d'un même camp. Dans ce paysage en constante évolution, Claudine continuait d'avancer avec une détermination qui ne la quittait pas, portée par la promesse faite à Jérémy.
Elle savait que le chemin serait difficile, semé d'obstacles, mais elle refusait de céder au découragement, consciente que chaque action, chaque démarche, pouvait contribuer à faire évoluer la situation. Son implication, bien que centrée sur un objectif précis, la maintenait au cœur de l'affaire, la reliant indirectement aux tensions qui opposaient Baker et Atlan. Elle ne pouvait pas ignorer que son passé, ses choix, ses relations, jouaient un rôle dans ce qui se déroulait actuellement, et cette conscience renforçait encore sa volonté d'agir. Ainsi, au fil des heures, chaque pièce du puzzle semblait trouver sa place, non pas dans une résolution immédiate, mais dans une complexification croissante de la situation. Les positions se redessinaient, les alliances se précisaient, les doutes s'intensifiaient et au centre de tout cela, la vérité continuait de se dérober, comme si elle refusait d'apparaître trop tôt. À mesure que les lignes se déplaçaient et que les rôles se brouillaient, l'équilibre fragile qui tenait encore l'ensemble de cette affaire semblait sur le point de céder sous le poids des contradictions accumulées. Clément Baker, plus que jamais, ressentait cette tension comme une pression constante, une force invisible qui comprimait chaque pensée, chaque décision, jusqu'à rendre toute action incertaine. Il n'était plus seulement confronté à Atlan, ni même à une enquête qui lui échappait progressivement, mais à une remise en question plus profonde, celle de son propre parcours, de ses choix, et surtout de ce moment précis, 25 ans plus tôt, où il avait décidé de se taire. Ce silence, qu'il avait longtemps considéré comme une nécessité, apparaissait désormais comme une faille majeure, une brèche dans laquelle Atlan s'était engouffré avec une efficacité redoutable. Chaque fois qu'il repensait à cette période, une même image revenait, celle de Claudine, prise dans une situation qu'il avait jugée insoutenable, et qu'il avait voulu protéger à tout prix. Il se souvenait de la peur, de l'urgence, de cette impression que le temps manquait, que chaque seconde pouvait précipiter une chute irréversible. À cet instant, il n'avait pas réfléchi en termes de conséquences à long terme, mais en termes de survie immédiate. Aujourd'hui, cette logique ne tenait plus. Les conséquences étaient là, concrètes, impossibles à ignorer, et surtout impossibles à corriger sans provoquer d'autres dégâts. Il comprenait que ce qui se jouait désormais dépassait largement sa capacité à intervenir directement, et que chaque tentative de reprise de contrôle risquait au contraire d'aggraver sa situation. Dans ce contexte, une idée commençait à s'imposer à lui, encore floue, encore difficile à formuler, mais suffisamment présente pour orienter ses réflexions. S'il ne pouvait pas lutter sur le terrain médiatique, s'il ne pouvait pas influencer directement l'enquête, alors il devait trouver un autre moyen, une autre approche, peut-être plus discrète, mais potentiellement plus efficace. Pendant ce temps, Raphaël Atlan poursuivait sa progression avec une constance qui ne laissait rien au hasard, consolidant peu à peu sa position, non pas en multipliant les interventions, mais en laissant les effets de ses actions précédentes continuer à produire leurs résultats. Il savait que le doute, une fois installé, n'avait pas besoin d'être constamment entretenu pour se développer, qu'il suffisait parfois de le laisser évoluer pour qu'il prenne une ampleur suffisante. Sa stratégie reposait sur cette compréhension fine des mécanismes humains, de cette tendance naturelle à combler les vides, à interpréter les silences, à donner du sens là où il n'y en avait pas toujours. En retournant l'accusation contre Baker, il avait réussi à créer une situation où ce dernier se retrouvait sur la défensive, obligé de répondre à des questions qu'il n'aurait jamais dû avoir à affronter dans un autre contexte. Margot, de son côté, se trouvait de plus en plus confrontée aux implications concrètes de son rapprochement avec Atlan. L'annonce de son futur poste à l'université, qu'elle avait faite avec une certaine fierté, commençait à susciter des réactions plus nuancées qu'elle ne l'avait anticipé. Les félicitations existaient, bien sûr, mais elles étaient parfois accompagnées d'un regard, d'un silence, d'une hésitation qui laissait entendre que tout le monde ne percevait pas cette opportunité de la même manière. Cette ambivalence ne la laissait pas indifférente. Elle comprenait que dans le contexte actuel, chaque geste, chaque décision pouvait être interprétée à travers le prisme de l'affaire en cours, et que son association avec Atlan ne pouvait pas être totalement neutre. Cette prise de conscience renforçait sa prudence, sans pour autant la pousser à renoncer, car elle savait aussi que refuser cette opportunité aurait des conséquences sur son avenir. Dans un autre registre, Cécile Alphand poursuivait son travail avec une intensité qui ne faiblissait pas, mais son approche devenait de plus en plus analytique, presque introspective, comme si elle cherchait à comprendre non seulement les faits, mais aussi les logiques qui les sous-tendaient. Le dossier de Maud continuait de révéler des éléments qui, pris isolément, pouvaient sembler anodins, mais qui, mis en perspective, dessinaient une trame plus inquiétante. Elle percevait dans ces fragments une forme de répétition, une manière d'agir qui ne relevait pas du hasard, mais d'une méthode, d'un schéma qui pouvait expliquer certaines incohérences apparentes. Cette intuition, encore fragile, ne constituait pas une preuve,
mais elle suffisait à justifier une vigilance accrue, une attention particulière à tout ce qui pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse. Dans ce processus, elle refusait de se laisser enfermer dans une opposition binaire entre Baker et Atlan, consciente que la vérité pouvait se situer ailleurs, dans un espace plus complexe, où les responsabilités étaient partagées, où les erreurs du passé continuaient d'influencer le présent. Parallèlement, la situation de Jérémie restait un point de tension constant, un rappel concret des enjeux humains derrière les stratégies et les discours. Claudine, fidèle à sa promesse, continuait de mobiliser toutes les ressources à sa disposition pour préparer sa défense, consciente que chaque détail pouvait faire la différence. Sa détermination ne faiblissait pas, mais elle s'accompagnait d'une lucidité nouvelle, celle de comprendre que l'affaire dans laquelle elle était impliquée dépassait désormais le cadre strict de la défense de son client, qu'elle s'inscrivait dans un ensemble plus large où les intérêts, les rivalités et les secrets s'entremêlaient. Dans ce contexte, chaque rencontre, chaque échange, prenait une importance particulière, comme si tout pouvait devenir un indice, une opportunité ou au contraire un obstacle. Elle avançait avec prudence, mais sans hésitation, consciente que le temps jouait contre elle, mais aussi contre ceux qui cherchaient à imposer leur version des faits. Pendant ce temps, la vie quotidienne continuait de se déployer, offrant des contrastes parfois saisissants avec la tension de l'affaire principale. Arnaud, désormais engagé dans sa période d'essai à la Paillote, se plongeait dans son travail avec une énergie nouvelle, comme si cette opportunité représentait pour lui bien plus qu'un simple emploi. Chaque service, chaque plat, devenait une manière de prouver sa valeur, de reconstruire une confiance qui avait été ébranlée par ses difficultés passées. Cette implication, bien que centrée sur un univers différent, participait à cette dynamique générale où chacun cherchait à trouver sa place, à se définir à travers ses actions. De leur côté, Catherine et Laurine poursuivaient leurs réflexions sur le projet avec Sérignan, oscillant entre prudence et ambition, conscientes que cette décision pouvait avoir des répercussions importantes sur leur position future. Leur échange reflétait cette tension entre le besoin de sécurité et l'envie de saisir une opportunité, un équilibre difficile à trouver dans un contexte incertain. Ainsi, alors que les tensions continuaient de monter, que les positions se durcissaient, et que les certitudes s'effritaient, chacun avançait dans une direction qui lui semblait juste, sans savoir encore comment ces trajectoires allaient se croiser, se confronter, ou peut-être s'opposer. Et au centre de tout cela, une question persistait, silencieuse mais omniprésente: jusqu'où chacun était-il prêt à aller pour défendre sa vérité, et à quel moment cette vérité risquait-elle de se transformer en une arme contre celui qui la portait ? À ce stade, plus rien ne relevait du simple affrontement entre deux hommes aux versions opposées, mais d'un enchevêtrement de vérités partielles, de silence stratégique et de culpabilité ancienne qui refusait de rester enfouie. Clément Baker, désormais pleinement conscient de la spirale dans laquelle il était pris, comprenait que la question n'était plus seulement de prouver qu'Atlan mentait, mais de savoir jusqu'où lui-même était prêt à aller pour réparer ce qu'il avait laissé se produire autrefois. Le poids de ses aveux à Janet continuait de résonner en lui, non comme un soulagement, mais comme une ouverture irréversible vers des conséquences qu'il ne maîtrisait plus. Il savait désormais que garder le silence ne le protégerait plus, mais parler entièrement pourrait l'anéantir, tant sur le plan professionnel que personnel. Cette frontière entre vérité et survie devenait chaque jour plus fragile, comme si chaque pas risquait de le faire basculer d'un côté ou de l'autre. Dans ce climat incertain, il commença à envisager une hypothèse qu'il avait jusque-là refusée, celle d'une contre-attaque, non pas impulsive ou médiatique comme celle d'Atlan, mais construite, réfléchie, appuyée sur des éléments solides capables de faire vaciller la version adverse. Pourtant, même cette idée restait incomplète, car elle supposait qu'il accepte de rouvrir des blessures qu'il avait lui-même contribué à refermer. Pendant ce temps, Raphaël Atlan poursuivait son avancée avec une sérénité presque déroutante, comme s'il avait déjà anticipé les réactions de Baker et intégré leurs limites dans sa stratégie. Il n'avait pas besoin d'en faire davantage pour l'instant, car le doute qu'il avait semé continuait de croître, alimenté par les silences, les hésitations et les contradictions qui entouraient son adversaire. Cette maîtrise du tempo constituait sa véritable force, car elle lui permettait de laisser Baker s'enfoncer progressivement dans une position défensive, où chaque tentative de justification risquait d'apparaître comme une confirmation implicite des accusations portées contre lui. En retournant le récit, il avait transformé une situation d'accusé en une position d'observateur presque détaché, laissant les autres s'interroger à sa place. Dans ce contexte, Paloma elle-même se retrouvait face à une responsabilité qu'elle ne pouvait ignorer. Son article, en déclenchant cette onde de choc, avait contribué à déplacer les lignes, et elle comprenait désormais que son rôle ne pouvait pas se limiter à relayer des déclarations.
Elle devait aller plus loin, chercher à comprendre ce qui se cachait derrière ces versions contradictoires, quitte à se confronter à des vérités inconfortables. Sa rencontre avec Baker, bien qu'incomplète, avait laissé une impression persistante, celle d'un homme qui ne mentait pas entièrement, mais qui ne disait pas tout non plus. Cette zone grise devenait pour elle un point d'ancrage, une direction à explorer, car elle pressentait que la clé de cette affaire se trouvait précisément dans ce qui n'était pas dit. Parallèlement, Cécile Alphand avançait dans son travail avec une concentration accrue, consciente que chaque détail pouvait désormais faire basculer l'équilibre. L'étude du dossier de Maud continuait de révéler des incohérences, des éléments qui, sans constituer des preuves directes, suggéraient une manière d'agir qui ne pouvait être ignorée. Elle ne tirait pas encore de conclusion définitive, mais elle refusait d'écarter cette piste, convaincue que la vérité ne pouvait émerger qu'en confrontant l'ensemble des éléments, même ceux qui semblaient les plus dérangeants. Cette position, exigeante mais nécessaire, la plaçait au centre d'un jeu où chaque décision pouvait être interprétée comme un parti pris, alors même qu'elle cherchait précisément à s'en affranchir. Dans le même temps, Margot se trouvait face à un choix plus personnel, mais tout aussi déterminant. L'opportunité offerte par Atlan, désormais concrète, représentait une avancée significative dans sa carrière, mais elle ne pouvait ignorer le contexte dans lequel elle s'inscrivait. Plus les jours passaient, plus elle prenait conscience que cette proposition n'était pas seulement un geste professionnel, mais aussi un lien, une forme d'engagement implicite. Elle se retrouvait ainsi à un carrefour, tiraillée entre l'ambition légitime qui la poussait à accepter et la prudence qui lui dictait de ne pas se laisser entraîner dans une dynamique qu'elle ne maîtrisait pas. Cette hésitation, loin de la paralyser, la poussait au contraire à observer davantage, à écouter, à analyser, comme si elle cherchait à comprendre les règles d'un jeu dont elle venait à peine de percevoir la complexité. De son côté, Claudine continuait de porter son combat avec une détermination intacte, guidée par la promesse faite à Jérémy, mais aussi par une conscience aiguë de sa propre implication dans ce qui se jouait. Elle savait que le passé qu'elle partageait avec Baker et Atlan ne pouvait plus être ignoré, qu'il constituait désormais une pièce essentielle du puzzle. Cette lucidité renforçait sa volonté d'agir, mais elle l'obligeait aussi à accepter une réalité difficile. En cherchant à sauver Jérémy, elle risquait de réveiller des vérités qui pourraient atteindre bien au-delà de cette affaire. Pourtant, elle ne reculait pas, convaincue que certaines batailles devaient être menées, même au prix de sacrifices imprévisibles. Dans les sphères plus quotidiennes, les évolutions se poursuivaient, apportant des éclairages différents sur cette période charnière. Arnaud, plongé dans son travail à la paillote, commençait à trouver un rythme, une stabilité qui contrastait avec le chaos des autres intrigues. Cette progression, bien que discrète, témoignait d'une capacité à se reconstruire, à avancer malgré les incertitudes. Catherine, de son côté, se rapprochait d'une décision concernant l'alliance avec Sérignan, consciente que le temps jouait contre elle, mais refusant de céder à la précipitation. Laurine continuait de défendre une approche plus offensive, illustrant cette tension constante entre prudence et opportunité. Ainsi, tandis que chaque trajectoire avançait, parfois en parallèle, parfois en opposition, une chose devenait évidente, l'équilibre ne pourrait pas être maintenu indéfiniment. Les vérités enfouies, les accusations, les alliances, tout convergeait vers un point de rupture inévitable. Et au cœur de cette montée en tension, une question restait suspendue, plus pressante que jamais. Baker allait-il accepter de dévoiler entièrement son passé pour se défendre, au risque de tout perdre, ou choisirait-il une autre voie, plus calculée, plus dangereuse encore, pour tenter de reprendre l'avantage face à Atlan ?